Hello New York, bonjour mes amis, et tout spécialement à mes compatriotes alsaciens, Guten Abend. Un grand merci à l'Union alsacienne et à la Crefeu, et bien sûr à la librairie Albertine et au Cabanon qui nous accueillent ce soir. Merci à ma sœur Patricia, la New-Yorkaise de la famille, qui a manigancé cette soirée avec Francis Dubois. Patricia habite New York depuis des années, et mes nièces Lily et Cassidy sont avec nous aussi ce soir. Patricia est la city girl de la famille. La Fontaine aurait dit le rat des villes. Moi, c'est le rat des champs de Caroline du Sud. Je remercie aussi mes filles Heidi, Maria et Bernadette qui ont décidé de m'accompagner, sans doute pour éviter que je ne fasse trop de bêtises. Merci de me donner cette occasion de vous présenter mon livre Pierre Alsacien malgré tout. Dire mon livre est un peu abusif. Il est plus juste de parler d'une collaboration entre mon père et moi. C'est un projet qui me tient bien sûr beaucoup à cœur, mais sur lequel j'ai beaucoup hésité. Le livre porte sur la vie de Pierre Versinger, un Alsacien, comme tant d'autres, enrôlé dans les forces armées allemandes pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est comme on dit, un malgré nous, en plus, à l'âge de 15 ans et demi, ce qui le qualifie aussi dans la triste catégorie des enfants soldats. Avant de décrire les grandes lignes de sa vie, j'ai pensé utile de partager la jeunesse du livre, l'histoire de l'histoire. Entre 1980 et 2010, la littérature alsacienne a vu le développement d'un genre particulier, avec les nombreuses publications de récits de malgré nous. Mon père réagissait souvent par rapport au caractère uniforme et manichéen de la plupart des récits. Cela m'a amené à le challenger et à l'inciter à laisser son propre témoignage. Je lui disais « Tu n'as qu'à écrire toi aussi ». Papa s'intéressait à l'histoire, il s'était pas mal investi dans l'histoire de ses parents, mais à ma connaissance, il n'avait pas travaillé ses propres mémoires, sauf quelques textes rédigés pour obtenir le statut d'ancien combattant. En Alsace, pour les 80 ans de ma mère, j'ai eu l'idée de mettre mon père devant une caméra vidéo. C'est ainsi que j'ai pu réaliser environ 4 heures d'enregistrement en français, couvrant son enfance et son adolescence jusqu'à son retour de la guerre le 12 décembre 1944. Par la suite, je le relançais souvent en lui répétant « Muss schreiben, tu dois écrire », mais il ne m'avait pas dit qu'il avait commencé à écrire. À sa mort, le 23 novembre 2017, j'ai eu la charge de rédiger son eulogie. Sa publication m'a valu des réactions très favorables. Ceci m'a incité à diffuser une dizaine de pages rédigées par mon père que j'avais trouvées et qui ont suscité des réactions unanimes sur le thème « Thierry, tu dois absolument écrire sur la vie de ton père ». En 2018, pour échapper aux rigueurs du climat alsacien, ma mère décida de s'établir en Bretagne, au climat plus en phase avec les attentes d'une Jersey Girl. Il s'agit bien sûr de Jersey, une des îles anglo-normandes au large de la Bretagne, à ne pas confondre avec le New Jersey de l'autre côté de la Hudson River. À cette occasion, j'ai organisé un déménagement vers Greenville, des archives familiales et de la collection d'Alsatique de mon père. Mais ce n'est qu'après mon départ à la retraite en avril 2019, après 40 ans chez Michelin, et surtout de l'intermède Covid, que j'ai pu commencer à dépouiller les archives familiales. En décembre 2019, le livre sur la famille de ma grand-mère paternelle pendant la guerre de 14-18 a été publié. Mon père et son frère André s'étaient beaucoup impliqués dans ce projet. C'est un épisode peu connu de l'histoire alsacienne. Il est mentionné dans l'excellent documentaire diffusé sur France 3 l'automne dernier intitulé « L'Alsace dans la tourmente de l'histoire ». Pendant toute la Première Guerre mondiale, ma grand-mère et sa famille furent détenus dans différents camps d'internement français en compagnie d'Albert Schweitzer et de 15 000 autres Alsaciens. Surtout des notables de la poche de Thann que les Français avaient réussi à conquérir dès 1914. Cette ambiance a ranimé mon intérêt pour l'histoire de l'Alsace
Et en 2020, j'ai consacré la plus grande partie de mes devoirs de Covid à la lecture et la relecture de plusieurs ouvrages historiques et commencé le déballage des archives de mon père. Mais ce n'est qu'en 2021 qu'à mon grand étonnement, j'ai trouvé plusieurs cahiers d'école écrits de son écriture illisible de médecin, rédigés en anglais. De là date ma décision d'écrire ce livre. À partir de la retranscription verbatim de l'interview vidéo de mon père, j'ai rédigé en mai 2021 la trame de l'ouvrage portant sur les origines familiales, son enfance, la guerre et ses deux évasions. Après les avoir scannés, j'ai retranscrit les manuscrits en anglais, puis les ai traduits en français. J'ai également dépouillé pas mal de photos et d'autres documents. La fusion des différents textes m'a pris plus de temps que prévu, en raison de répétitions, de l'absence de dates précises, de récits parfois confus, notamment concernant le passage éclair à l'Est et sa deuxième évasion. J'ai eu la chance de pouvoir m'appuyer sur plusieurs membres de ma famille et amis. Beaucoup de discussions avec mon oncle André, le seul survivant de la fratrie de mon père, ma sœur aînée Gabrielle, qui nous a tristement quittés en janvier de cette année, Sylvie qui a corrigé mon manuscrit. Grâce à la Fédération des sociétés d'histoire, j'ai pu reprendre contact avec François Huberfil, historien, ancien collègue de mon père et mon professeur d'histoire dans les années 1970. Il m'a aidé à valider le contexte d'ensemble historique. En novembre 2021, j'ai renoué avec mon ancien camarade de lycée, Dominique Ehrengardt, libraire à Strasbourg-Neudorf, le quartier de mon enfance. Il m'a encouragé à développer la dernière partie en plus de ses écrits autobiographiques de mon père. J'ai bâti le scénario qui me paraissait le plus cohérent, et lors d'une visite fin 2022 à Dalunden et Offendorf, les villages clés dans le parcours de mon père, j'ai reconstitué physiquement en partie son itinéraire. Trouvant l'ensemble suffisamment cohérent, j'ai commencé à démarcher les éditeurs au début de l'été 2022 grâce aux contacts fournis par Dominique. Mais en mars 2023, à l'occasion d'un voyage chez ma mère, elle me dit assez nonchalamment de regarder des cahiers qu'elle avait trouvés au fond d'une armoire. À ma grande stupeur, c'était le texte très précis de la période qui me manquait et qui de plus allait jusqu'au mariage de mes parents. Mon père avait dû écrire ces cahiers un peu après l'interview vidéo et je crois qu'il avait dû en discuter avec son copain d'évasion, Joseph Eschenbrenner. Mais il ne m'avait rien dit, il a dû bien réguler là-haut quand j'ai enfin pu mettre son récit au point. Cela étant, je ne m'étais pas trompé sur son parcours, mais j'ai pu rajouter des détails importants. Les modifications importantes du manuscrit ont reporté à fin 2023 les contacts avec les deux éditeurs intéressés à me rencontrer. Et c'est finalement en avril 2024 que les éditions du Cygne ont publié l'ouvrage. Je suis ravi de pouvoir partager avec vous que la réception du livre dépasse mes attentes. Je vous propose maintenant d'entrer un peu plus dans les grandes lignes du récit. Après une mise en contexte historique, le livre est le témoignage autobiographique de Pierre Versinger, mon père, un Alsacien, né 10 ans après le retour de l'Alsace à la France, à la suite de la Première Guerre mondiale, et 11 ans avant son rattachement brutal à l'Allemagne nazie. Le contexte est difficile à saisir pour les non-alsaciens qui ne comprennent pas toutes les nuances de la réalité alsacienne. En 1928, l'Alsace est en pleine crise autonomiste, occasionnée par le rejet par une majorité d'Alsaciens du modèle jacobin anticlérical imposé à l'Alsace à son retour à la France. Comme déjà évoqué, la famille de Pierre, des deux côtés, a beaucoup souffert de son internement par les Français pendant la Première Guerre. Le père de Pierre, Alphonse, était l'instituteur. L'instituteur en Alsace, plus encore qu'en France, de l'intérieur, jouait un rôle très important dans son village. Le seul notable du village à parler le français, il cumulait le rôle de secrétaire de mairie et aussi d'organiste. Alphonse se considérait comme alsacien-lorrain, ni allemand ni français, bien qu'autonomiste, son sens de l'honneur s'exprimait aussi dans sa loyauté pour son employeur, l'État français, et le respect dû aux autorités légitimes.
Les parents de Pierre faisaient partie des rares Alsaciens qui savaient s'exprimer en français. Après l'effondrement de l'Allemagne en 1918, personne n'envisageait la possibilité d'une revanche allemande. En bons Alsaciens pragmatiques, souhaitant mettre tous les atouts dans le jeu de leurs enfants, ils décidèrent de leur parler français. Le témoignage de Pierre sur son enfance dans le contexte de l'entre-guerres montre une précocité étonnante et une conscience patriotique française très forte. Il décrit la vie des villages alsaciens, montrant un très fort sentiment religieux, un fond culturel profondément germanique, mais aussi son incompatibilité avec le nazisme. Pierre, en novembre 1939, à 11 ans, perd son père des suites d'un cancer. Il assiste à l'effondrement de la France, qui, vu de l'Alsace, une fois de plus, abandonne l'Alsace dans la pagaille généralisée d'une évacuation qui prend la forme d'une déportation avec ses wagons à bestiaux. En comparaison, l'arrivée des Allemands est impressionnante par son ordre, sa discipline, la jeunesse et l'enthousiasme des troupes allemandes. Les fins juristes expliqueront que l'armistice ne prévoyait pas l'annexion de l'Alsace au Reich. La réalité est que du jour au lendemain, la France disparaît comme si elle n'avait jamais existé en Alsace. Pendant 5 ans, l'éducation de Pierre, jusque-là française, devient allemande, mais contrairement au reste du Reich, en Alsace, le français n'était même pas offert comme langue étrangère. Pierre, pourtant si patriote, se résigne à devenir allemand. N'est-ce pas le destin des Alsaciens que de se plier à la volonté du dernier vainqueur et d'en prendre la nationalité? Les jeunesses hitlériennes qui l'assimilaient au scoutisme, le sentiment que l'Allemagne avait gagné la guerre, la perception d'une plus grande justice sociale, évidemment influencée par l'efficacité de la propagande de l'appareil nazi, finissent par effacer ce qui pouvait rester de la France, même si Pierre explique qu'il n'a jamais pu se résigner à voir la France comme un ennemi. L'ennemi, c'était l'Angleterre, qui avait lâchement abandonné la France à Dunkerque, et bien sûr à Mers-el-Kébir, dont on peut comparer l'impact sur la population française à un Pearl Harbor ou à un 9/11. Collégien livré à lui-même, Pierre voit l'arrivée des alertes. Le bombardement meurtrier de Neudorf de 1943, que la propagande nazie qualifie habilement d'attaque terroriste. Alors que l'invincibilité de l'Allemagne est mise à dure épreuve après Stalingrad, les Allemands mobilisent 130 000 jeunes Alsaciens lorrains, envoyés principalement dans l'enfer du front de l'Est. Un tiers ne rentreront pas chez eux, ce qui explique que l'Alsace a le plus fort taux de pertes militaires de France pendant la Deuxième Guerre. À partir de mars 1944, à l'âge de 15 ans et demi, Pierre devient Luftwaffenhelfer, auxiliaire de DCA à Strasbourg, puis à Karlsruhe en Allemagne. Il écrit « Je n'avais pas peur du tout. Qu'est-ce que la guerre? L'aventure. Toute l'inconscience de la jeunesse qui va à nouveau se révéler lors de ces 2 évasions. Une suite d'aventures édifiantes qui dénote un grand courage et sans doute pas mal d'inconscience adolescente, où Pierre fait face à des situations invraisemblables où se manifeste une chance étonnante que le croyant mettra sur le compte d'une intervention divine, alors que le sceptique y verra une anomalie statistique. Du 23 novembre au 12 décembre 1944, Pierre s'évade 2 fois. Il vit une odyssée extraordinaire qui va l'amener de Karlsruhe à Vienne, puis à Merisch-Ostrau en Moravie, dans l'actuelle Tchéquie. Son périple s'achève de façon providentielle dans le village d'Offendorf, où les Américains de la 7e division, Hell on Wheels, finissent par arriver. Vient ensuite le retour à la vie soi-disant normale, l'époque où la propagande française, certes sans commune mesure avec celle des nazis, impose le « il est chic de parler français » qui culpabilise les Alsaciens pour leur particularisme, entretient l'incompréhension du cas des malgré nous et conduit en moins de 2 générations à la quasi-disparition du dialecte alsacien et sa forme littéraire, l'allemand, comme langue usuelle de l'Alsace. Dans ce contexte, Pierre reprend ses études françaises après un hiatus de 5 ans, comme si de rien n'était. Ses capacités linguistiques et sa détermination font qu'il s'en sort relativement bien, un des rares de sa classe d'âge à décrocher le baccalauréat. Il peut donc engager des études universitaires. Il découvre et devient amoureux de l'Angleterre
et épouse d'ailleurs une Anglaise, ce qui finit de construire son identité sur 3 dimensions, française, alsacienne et anglaise. Son parcours montre la complexité d'avoir fait partie de la Flak Generation, génération Flak, mais aussi sa détermination à réussir sa vie de père de famille, d'enseignement d'alsacien. Alors que l'ambiance se détend à partir des années 70, revendiquer sa culture alsacienne redevient possible sans risquer d'être accusé de nostalgie suspect. Pierre peut affirmer ses engagements et contribuer même modestement à ses espoirs d'une renaissance alsacienne au sein d'une Alsace intégrée à la France, ce pays magnifique qu'il a toujours aimé, à condition de ne pas avoir à renoncer au fond profondément germanique d'une identité alsacienne décomplexée. Il voyait, comme la plupart des Alsaciens dans la construction européenne, l'opportunité de sortir de la malédiction alsacienne. Même si Pierre était inquiet du renoncement de l'Europe à ses racines chrétiennes et s'est senti une nouvelle fois trahi lors de la dissolution de l'Alsace dans la région Grand Est, il était heureux que ses enfants n'aient pas eu à connaître une jeunesse aussi troublée que la sienne. Pour conclure, je voudrais vous confier quelques réflexions personnelles. L'histoire de mon père, assez typique des Alsaciens de sa génération, est un peu différente du récit standard de l'histoire officielle. J'ai hésité avant de me lancer dans ce projet parce que quelque part, c'était aussi la posture de mon père et je crois de beaucoup d'Alsaciens. On peut se poser la question, à quoi bon revenir sur ces histoires qui ont déchiré nos familles, nos communautés, nos pays, notre civilisation? Au moment où il est de bon ton de traîner l'histoire de France dans la boue, je ne voulais pas ouvrir des dissensions, insulter les mémoires et risquer le révisionnisme historique. De plus, n'avons-nous pas suffisamment de problèmes dans notre monde du XXIe siècle qui nécessitent notre engagement? Mais, 80 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on trouve encore beaucoup d'incompréhension des Français de l'intérieur par rapport à l'histoire de l'Alsace. Ainsi, par exemple, le dimanche 12 novembre 2023, Patrick Martin-Genier, enseignant à Sciences Po Paris, spécialiste des questions européennes sur antenne de LCI, pouvait se permettre de qualifier les incorporés de force alsaciens de traîtres méritant l'indemnité nationale. J'ai estimé avoir un devoir de mémoire, même quand l'histoire est compliquée, en évitant de juger le passé à l'aune du présent. Il est si facile dans le confort de nos sociétés réputées avancées de moraliser les choix faits par nos anciens quand nous connaissons la bonne réponse, en faisant toujours l'hypothèse que nous aurions fait le soi-disant bon choix. Germain Müller, le cabarettiste alsacien, dans sa pièce « Enfin Redemornim de Fun », enfin n'en parlons plus, qui a tant fait pour aider l'âme alsacienne à sortir de son traumatisme au sortir de la guerre, ironisait sur la tentation de la chape de plomb qui couvrait la mémoire alsacienne. Pierre, un Alsacien malgré tout, même s'il n'est pas mentionné dans le livre d'histoire, montre, sans renier l'histoire avec un grand H, que la réalité des êtres humains est complexe, résultant des talents reçus, des circonstances personnelles et de nos jugements, avec notre liberté certes limitée bien sûr, mais jamais complètement absente. Merci pour votre attention et bonne lecture.